Bonjour, vous allez assister maintenant au corrigé détaillé des différents exercices de la première série de travaux dirigés de la matière mécanique des solides indéformables. Alors, commençons par le premier exercice. Dans la question numéro 1, il a été demandé d'établir la condition nécessaire et suffisante que doivent vérifier les vecteurs donnés A et B pour que l'équation vectorielle proposée possède des solutions. Donc, il s'agit de trouver une relation directe entre les vecteurs donnés A et B pour répondre à la question. Pour cela, il faut multiplier chaque membre de l'équation vectorielle donnée par le vecteur grand A. Donc, c'est une opération de produit scalaire. Et à ce niveau-là, on remarque que le produit mixte qui se trouve à gauche du signe de l'égalité est nul, pour la simple raison qu'il y a une répétition d'un même vecteur. Ici, c'est le vecteur grand A. Donc, automatiquement, on obtient la condition à chercher. Donc, pour résoudre cette équation vectorielle, il faut considérer deux hypothèses. Il faut que le vecteur grand A soit un vecteur non nul et que les vecteurs grand A et grand B vérifient la condition d'orthogonalité. Dans la deuxième question, on veut montrer que le produit scalaire des vecteurs grand X et grand B est égal à 0. Donc, on va appliquer la même idée que dans la question numéro 1. Donc, on va multiplier chaque membre de l'équation vectorielle cette fois-ci par le vecteur inconnu grand X. Et pour la même raison que dans la question 1, le produit mixte qui figure dans cette nouvelle équation est égal à 0. D'où le produit scalaire du vecteur inconnu par le vecteur B est bien égal à 0. Alors, remarquons maintenant que l'ensemble constitué de trois vecteurs A, B et le produit vectoriel A par B est une base orthogonale. Donc, en vertu du résultat ci-dessus, l'inconnu grand X peut s'écrire sous forme d'une combinaison linéaire des vecteurs A et A vectoriel B de la façon suivante. Bien sûr, lambda et mu sont des coefficients réels. D'où la réponse à la deuxième question. Dans la troisième question, on veut déterminer définitivement la solution générale de l'équation vectorielle proposée. Pour cela, il faut injecter l'expression précédente dans l'équation vectorielle. On obtient alors l'égalité suivante, et ce, pour n'importe quelle valeur du coefficient réel lambda.
nous devons savoir comment développer par la suite le double produit vectoriel qui figure dans cette égalité pour l'exprimer dans la base orthogonale définie précédemment. Alors, pour cela, on donne un rappel sur ce qu'on appelle formule de Gibbs. En considérant trois vecteurs A indice 1, A indice 2 et A indice 3, le double produit vectoriel exprimé par ces trois vecteurs, comme vous le voyez, est un vecteur qui se trouve dans le plan donné par les vecteurs A2 et A3. Les coefficients de ces deux vecteurs sont des produits scalaires qu'on peut construire avec les trois vecteurs en question. Et là, vous avez dans le membre à droite de cette égalité, de cette formule, des astuces pour ne pas se tromper sur le signe de chaque coefficient. Donc, par exemple, pour le coefficient du vecteur A3, il faut multiplier par moins 1 à la puissance 3. Et 3, c'est le numéro, bien c'est l'ordre du vecteur A3. Et A3, c'est le troisième vecteur, donc on multiplie par moins 1 à la puissance 3. Donc la même chose pour le coefficient du vecteur A2. Alors A2, c'est le deuxième vecteur dans la suite A1, A2, A3. Donc on multiplie le coefficient de A2 par moins 1 à la puissance 2. Et comme ça, on a le résultat qui est connu sous forme de formule de Gibbs. Donc, l'égalité qu'on est en train d'étudier s'écrit aussi sous la forme suivante, en appliquant bien sûr la formule de Gibbs. Alors, nous avons vu déjà que A et B sont orthogonaux, ce qui fait que cette équation devient comme ceci. Donc, en identifiant le coefficient du vecteur B qui figure dans chaque membre, on obtient l'expression du coefficient mu. Donc, mu, ce n'est pas n'importe quel réel, il dépend uniquement de la norme de A, donc c'est un coefficient qui est bien unique. Et la solution générale de l'équation vectorielle qu'on est en train de résoudre devient grand X égale lambda fois A moins 1 sur la norme de A au carré que multiplie le produit vectoriel de A par B. Et ce, pour n'importe quelle valeur du coefficient réel lambda. Donc il s'agit bien d'une infinité de solutions qui vérifient toute l'équation vectorielle. Maintenant, on va voir la représentation géométrique de cette solution générale. Donc, on va illustrer ça à l'aide de la figure suivante. Donc, on construit tout d'abord les vecteurs A et A vectoriel B et bien sûr B. Donc, A, nous avons A vectoriel B, il est perpendiculaire au plan constitué des vecteurs A et B. Donc, les trois vecteurs sont orthogonaux. Alors, d'après la forme de la solution générale, grand X, c'est la somme de deux vecteurs perpendiculaires. Et ça, on peut le vérifier facilement dans l'écriture de la solution grand X. Donc, le coefficient suivant le troisième vecteur de la base orthogonale, il est négatif, puisque c'est égal à moins 1 sur A au carré. Donc, c'est pour cela que vous avez la deuxième composante, ou bien la première composante du vecteur inconnu, il a un sens inverse de
de A vectoriel B. Et à cette composante-là, on va ajouter lambda fois A. Bon, lambda, il peut être positif ou négatif. Donc, cette figure, on a donné le cas, un cas particulier de lambda. On a utilisé un cas particulier de lambda. Donc, si on fait varier lambda, donc la composante lambda A, il varie. Et l'extrémité du vecteur inconnu grand X se trouve toujours sur une même droite qui est notée ici par la droite delta. Alors maintenant, on va voir le corrigé de l'exercice 2. Donc, pour la première question, on va montrer que le champ vectoriel considéré est équiprojectif. Donc, on sait ce que ça veut dire un champ vectoriel équiprojectif. Donc, on va se donner deux points P et P', et on va calculer tout d'abord le produit scalaire de P, du vecteur P, P' par le vecteur M de P, parce qu'on ne peut pas parler de moment maintenant, puisque c'est ça ce qu'on veut vérifier. Donc, on utilise les composantes cartésiennes de chaque vecteur. Le champ vectoriel, il est bien exprimé en fonction des coordonnées cartésiennes. Donc, on fait le produit scalaire dans la base IJK. Puis, on développe pour avoir tous les termes de ce produit scalaire. De la même façon, on doit faire le produit scalaire du même vecteur P, P', mais cette fois-ci par le vecteur M de P'. Donc, toujours en utilisant les composantes cartésiennes. Et on va essayer de montrer que ces deux produits scalaires sont identiques. Donc, il y a beaucoup de termes, il faut faire attention. Donc, on va essayer de trouver les mêmes termes à chaque fois dans ces deux produits scalaires. Alors, on commence par le premier terme du premier produit scalaire, 2 fois x', que j'ai barré par un trait rouge, si vous voulez. Donc, ce terme-là, on le retrouve en bas, dans le deuxième produit scalaire. Donc, on passe maintenant au deuxième terme du premier produit scalaire, moins 3yx'. On le voit clairement dans le deuxième produit scalaire, donc moins 3x'y. Donc, c'est le même terme. Et on continue. 4zx' dans le premier produit scalaire. On le retrouve ici, en bas, dans le deuxième produit scalaire. Moins 2x, c'est un terme du premier produit scalaire. On le retrouve en bas, dans le deuxième produit scalaire, et ainsi de suite. Alors, ici, c'est un cas particulier, vous faites attention. Donc, le terme 3xy ne figure pas dans le deuxième produit scalaire, mais on a son opposé dans le même produit scalaire, c'est-à-dire dans le premier produit scalaire, on le trouve ici. Donc 3xy moins 3xy, c'est bien égal à 0. Donc j'ai séparé ces deux types de coefficients. Donc il y a des coefficients qui s'annulent au sein du même produit scalaire. Comme ici, moins 4x, moins 4 fois xz, son opposé, il est dans le même produit scalaire. Donc je barre ces deux termes par un trait bleu. Alors 3y', on le retrouve en bas. 3xy', ça figure aussi en bas. Voilà. Moins zy', bon, on le retrouve en bas, ici. Moins 3y', c'est un terme qu'on retrouve aussi dans le deuxième produit scalaire, ici. Alors, ce terme-là,
YZ, son opposé figure dans le même produit scalaire, ici, juste en bas. Voilà. Et on continue. Donc, il y a le terme Z', on le trouve ici. Moins 4xz', on trouve le même terme en bas. YZ', on le trouve ici, en bas. Moins Z, le dernier terme du produit scalaire, on le trouve ici en bas. Alors, il y a des termes qui restent dans le deuxième produit scalaire, comme moins 3y', on trouve son opposé ici. De même, 4z', on trouve son opposé ici, dans le même produit scalaire. Moins z', juste en bas, on trouve l'opposé de ce terme-là. Et voilà. Donc, tous les termes, ou bien en conclusion, les deux produits scalaires sont bien égaux, ce qui justifie que le champ proposé, le champ vectoriel proposé, est un champ équiprojectif puisque les points P et P' sont quelconques. Alors, pour trouver la résultante de ce champ équiprojectif, qu'on appelle aussi champ antisymétrique ou encore champ de moment, il suffit d'écrire la relation de Varignon qui est donnée dans l'énoncé de l'exercice sous forme matricielle de la façon suivante. Donc, à gauche, nous avons la matrice colonne qui représente les trois composantes du champ M dans la base cartésienne. À droite, nous avons la matrice colonne qui représente le moment au point O. Donc, si vous remplacez x, y, z par 0, vous retrouvez le moment au point O. Et le reste, on l'écrit sous forme d'un produit matriciel, c'est-à-dire une matrice de dimension 3,3 par une matrice colonne de dimension 3,1. Et la matrice colonne de dimension 3,1 dans ce produit matriciel n'est que la matrice des coordonnées cartésiennes du point P. Donc automatiquement, la matrice carrée est une matrice antisymétrique puisqu'il s'agit d'un champ antisymétrique. Et cette matrice antisymétrique, d'après le cours que vous avez, il peut s'exprimer aussi en fonction des composantes de la résultante de la manière suivante. Donc, en faisant l'identification avec la matrice antisymétrique qui contient des constantes réelles, on obtient le vecteur R, c'est-à-dire la résultante à chercher. Dans la question numéro 2 de cet exercice, on demande de trouver les éléments de réduction qu'on appelle aussi coordonnées, des torseurs tau associés au champ antisymétrique M, et ce au point particulier donné par x égale y égale à z égale à 1. Ça veut dire on doit donner l'expression de la résultante et du moment au point A. Alors, la résultante, elle est déjà établie, donc on va chercher uniquement l'expression du moment au point A. Alors, pour cela, on va appliquer la relation de Varignon au point O
et A, puisque le moment au point O, il est connu. Donc M de A égale à M de O plus la résultante vectorielle OA. Donc on peut par exemple utiliser les notations matricielles. Donc M de A est identique à la matrice colonne qui représente M de O plus le produit vectoriel de la matrice colonne qui représente la résultante par la matrice colonne qui représente le vecteur OA. Donc tout calcul fait permet d'avoir l'expression finale du moment M de A dans la base cartésienne IJK. Donc, pour répondre à la question, on donne l'expression du torseur au point A. C'est l'ensemble constitué tout d'abord de la résultante, grand R. La résultante dont les composantes sont 1, 4 et 3. Et puis, l'expression du moment, qui est du moment au point A, dont les composantes sont 3, 5 et moins 2. Dans la question numéro 3, on veut donner la valeur de ce qu'on appelle l'automoment ou l'invariance scalaire du torseur tau. Et comme vous le savez d'après le cours, l'invariance scalaire, c'est le produit scalaire de la résultante par la valeur du moment en n'importe quel point, puisque l'invariance scalaire, comme son nom l'indique, ne varie pas lorsqu'on change le point pour lequel on calcule le moment. Donc, il ne dépend pas du point choisi. Donc, on a ici deux choix, soit d'utiliser deux choix pratiques, soit d'utiliser le moment au point O ou bien le moment au point A. Alors, quel que soit le choix utilisé, on trouve la valeur du moment de l'invariance scalaire, c'est-à-dire 17. Dans la question 4, on veut déterminer l'axe central associé au torseur tau. Et avant de le chercher, on doit rappeler la définition de l'axe central. Et comme vous le savez, d'après le cours bien sûr, c'est l'ensemble des points P tels que le vecteur OP, parce que, pourquoi le choix de O? Parce qu'on connaît déjà le moment au point O. Normalement, on peut écrire QP égale OQ et n'importe quel point, mais à condition que le moment en ce point soit connu. Donc, on peut utiliser ici soit le vecteur OP, soit le vecteur AP, puisque le moment au point A, il est connu aussi. Donc, moi, j'ai choisi OP. Donc, ça, c'est la solution du problème posé dans le cours. En fait, l'axe central, c'est l'ensemble des points P tels que le moment au point P est collinéaire à la résultante, sous forme M de P égale à alpha fois la résultante. Et d'après le cours, et en utilisant bien sûr le résultat de l'équation vectorielle qui a été étudiée dans ce cours IV, eh bien, la solution des problèmes posés comme problème de l'axe central, c'est OP égale lambda fois R plus 1 sur le carré de la norme de la résultante que multiplie le produit vectoriel de la résultante par le moment au point O. Bien sûr, lambda, c'est n'importe quel réel. Donc, il s'agit d'une infinité de solutions, puisque lambda peut varier librement dans l'ensemble des réels. Alors, on calcule tout d'abord le produit vectoriel, la résultante vectorielle, le moment au point O. Donc, normalement, on doit s'habituer à faire ce genre de calcul, sans commettre d'erreur, bien sûr. Donc, ce qu'on demande exactement dans cette question, c'est ce qu'on appelle les équations paramétriques de l'axe central. Donc, on va remplacer tout ça dans la solution OP sous forme matricielle. Donc, OP, il est identique
à lambda fois le vecteur, fois la matrice colonne qui représente la résultante, plus un coefficient fois la matrice colonne moins 1, 1, 1 qui provient du produit vectoriel précédent. Et lambda, c'est toujours n'importe quel réel. Alors, les équations paramétriques s'obtiennent en écrivant cette égalité dans la base IJK, terme à terme, suivant les vecteurs de la base IJK. Donc, on a x, la première composante du vecteur position, égale à lambda moins 5 sur 26. Et puis, nous avons, suivant J, nous avons y égale à 4 fois lambda plus 5 sur 26. Et puis, nous avons la coordonnée z qui est égale à 3 lambda moins 5 sur 26. Alors, comme lambda, c'est un paramètre réel, on appelle ce système équation paramétrique de l'axe central. Donc, on peut définir de façon géométrique l'axe central. Donc, par exemple, c'est l'axe, ou bien c'est la droite qui passe par le point moins 5 sur 26, 5 sur 26, moins 5 sur 26. C'est un point qu'on obtient lorsqu'on prend lambda égale 0. Et on doit préciser le vecteur directeur de cette droite. Et comme vous le savez, le vecteur directeur d'une droite qui est parallèle à la résultante, parce que l'axe central il est parallèle à la résultante, ben le vecteur directeur, qui est unitaire par définition, c'est le vecteur R, la résultante, sur sa norme. Maintenant, on veut donner la décomposition canonique du torseur tau associé au champ antisymétrique M. Donc là, on va appliquer directement le résultat du cours. On sait que n'importe quel torseur il peut être la somme d'un torseur couple et d'un torseur glisseur. Donc c'est une sommation particulière. En fait, c'est une opération qu'on peut appliquer spécialement aux torseurs, où les torseurs sont écrits de façon bien ordonnée. Donc chaque torseur, c'est un ensemble tout d'abord de la résultante, puis du moment. Et il ne faut pas oublier que cette égalité n'est valable que si les torseurs sont appliqués en même point. Ici, j'ai choisi P, juste pour rappeler. Alors, ceci implique automatiquement que la résultante du torseur tau, c'est la somme de la résultante du glisseur et de la résultante du couple. De même, le moment du torseur tau, c'est le moment du glisseur plus le moment du couple. Alors, comme vous le savez, la résultante du couple, elle est par définition nulle. Donc, ceci implique que la résultante du glisseur, ce n'est que la résultante du torseur tau, la résultante qu'on a déjà trouvée. Alors, le moment du couple, d'après le résultat du cours, on peut l'avoir en exprimant le moment M, le moment initial, en un point de son axe central. Et le moment sur l'axe central, d'après le cours, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'invariant vectoriel. Donc, c'est égal à l'invariant vectoriel du torseur tau. Et par définition, toujours par rapport au cours, c'est l'invariant scalaire sur la norme de la résultante au carré, le tout fois le vecteur R. Puisque c'est un vecteur qui est collinéaire à la résultante, on note ça, la composante parallèle du moment initial. Donc le moment du couple, c'est la composante parallèle, c'est-à-dire sous-entendu, c'est une composante qui est collinéaire à la résultante sous forme de invariant vectoriel. Donc on utilise les données qu'on a dans cet exercice pour avoir le résultat final. Le moment du torseur glisseur, c'est tout simplement le moment initial qui est connu, moins le moment
du couple ainsi défini juste avant. Et on montre que le moment du glisseur, c'est très facile à vérifier, le moment du glisseur est perpendiculaire à la résultante. C'est pour cela qu'on la note dans la plupart des livres par la composante perpendiculaire. Voilà, donc là, on applique directement les résultats établis dans l'étude de la décomposition canonique d'un torseur et qui est présentée dans le cours. Et voilà donc la fin de ce corrigé. Je vous souhaite bon courage.